Regardez cette image. À votre avis, où sommes-nous? En Chine, en Europe, aux États-Unis, à Dubaï? Eh bien, ce luxueux et immense centre commercial, en fait, a été ouvert à Erbil. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles des Kurdes d'Irak. Vous allez voir, les choses ont beaucoup changé. Vous voyez ici la zone de peuplement kurde au Moyen-Orient. Ce peuple occupe au total un territoire de plus de 500 000 km², soit plus grand que l'Allemagne. Il y a environ 35 millions de Kurdes qui vivent là. On ne peut pas être plus précis, car il n'y a pas de recensement les concernant. Les Kurdes ne sont ni des Arabes ni des Turcs. Ce sont des descendants des Mèdes qui sont venus s'installer dans la région au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ils parlent une langue proche du persan, parlé en Iran, mais ils ne sont pas pour autant chiites comme les Iraniens, ils sont majoritairement sunnites. Maintenant, si on superpose à cette carte du peuplement kurde une carte des souverainetés politiques, on constate que le peuple kurde vit à cheval sur 4 États principaux, la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie. En Turquie, les Kurdes sont 18 millions, en Iran, près de 8 millions, à l'ouest du territoire iranien, mais aussi au nord-est, dans la province du Khorasan. En Irak, ils sont 7 millions, et en Syrie, 2 millions, plus une importante diaspora kurde, notamment en Allemagne, où ils sont 650 000. Au total, environ 35 millions de Kurdes. Numériquement parlant, c'est le peuple le plus important au monde à n'avoir pas d'État. Pour rappel, les Palestiniens sont un peu plus de 4 millions, sans compter la diaspora palestinienne. Et dans chacun de ces États, les Kurdes forment une minorité, plus ou moins acceptée et plus ou moins respectée. Mais contrairement à leurs voisins, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, les Kurdes d'Irak sont parvenus à construire une entité politique qui ressemble de plus en plus à un État. Alors pour comprendre, comme toujours, il faut faire un peu d'histoire. Au début du XXe siècle, l'espace de peuplement kurde est intégré pour sa plus grande part dans l'Empire ottoman, au sein duquel les Kurdes disposent d'une relative autonomie, mais la Première Guerre mondiale entraîne la chute de l'Empire qui s'est allié durant la guerre à l'Empire allemand. Et le traité de Sèvres de 1920 organise le démantèlement de l'Empire ottoman par les vainqueurs. Il prévoit qu'une zone soit administrée par la France, une autre par la Grande-Bretagne, comprenant notamment ce qui deviendra par la suite l'Irak. Et le traité de Sèvres prévoit d'établir pour les Kurdes un Kurdistan indépendant que nous figurons là sur la carte. Sauf que la configuration régionale change alors rapidement. Dans la Turquie, créée après la Première Guerre mondiale, Mustafa Kemal, le nouveau leader du pays, affirme son nationalisme et refuse de reconnaître l'identité kurde. Et l'idée d'un Kurdistan indépendant est abandonnée. Et de l'autre côté, dans le nouvel État irakien, dont Londres vient de tracer les frontières, la Grande-Bretagne, qui administre ce nouveau pays, ne met pas en œuvre non plus l'autonomie qui avait été promise aux Kurdes. Car des réserves importantes de pétrole sont découvertes dans cette région, qui devient alors tout à fait stratégique. Dès lors, les Kurdes d'Irak vont se lancer dans une lutte tant politique que militaire de plusieurs décennies pour obtenir leur autonomie face à un pouvoir qui oscille entre promesses d'émancipation et répression. Car les Arabes sunnites qui dirigent ce pays méprisent les Kurdes. L'arrivée au pouvoir du parti Baas en Irak en 1968 accentue la répression de l'État vis-à-vis des Kurdes, et elle atteint son paroxysme en 1988 lorsque Saddam Hussein, alors président de l'Irak, lance l'opération Anfal, qui sera une véritable campagne d'extermination des Kurdes. Elle aurait causé en quelques mois la destruction de 2000 villages et la mort de 50 à 100 000 personnes non combattantes, selon Human Rights Watch. Sans parler, bien entendu, des centaines de milliers de réfugiés. Cette tragédie est symbolisée par le massacre d'Al-Abja, au cours duquel près de 5000 Kurdes sont gazés par les troupes de Saddam Hussein en mars 1988. Et cet épisode va en fait renforcer la volonté des Kurdes de s'émanciper de cet État irakien. Or, les guerres du Golfe vont leur en donner l'opportunité. En août 1990, Saddam Hussein, on s'en souvient, envahit le Koweït.
Une coalition militaire arabo-occidentale intervient alors pour contraindre l'armée irakienne à quitter le Koweït. Et l'Irak en guerre connaît en 1991 une phase de grande instabilité pendant laquelle les Kurdes d'Irak se soulèvent contre le régime irakien. Leur région est à nouveau bombardée par l'aviation irakienne, faisant fuir vers la Turquie et l'Iran près de 2 millions de Kurdes. Et afin d'empêcher la poursuite des bombardements, la coalition militaire met en place des no-fly zones que vous voyez là sur la carte, et elles ont pour fonction d'interdire tout vol de l'aviation irakienne au nord du 36e parallèle pour protéger la zone de peuplement kurde et au sud du 33e parallèle dans la zone des chiites des marais hostiles à Saddam Hussein. Les forces armées kurdes en Irak, les Peshmerga, profitent de cette période pour étendre leur contrôle sur la plus grande partie de la zone de peuplement kurde, et ce, aux dépens de l'armée irakienne, soit sur un territoire de 40 000 km². L'émancipation est également politique, puisqu'à Erbil, un parlement et un gouvernement sont mis en place en 1992. Ainsi, dans les faits, le Kurdistan construit peu à peu son autonomie par rapport à Bagdad. Maintenant, regardons les conséquences de la deuxième guerre du Golfe. L'intervention américaine de 2003, visant à renverser Saddam Hussein, offre aux Kurdes une deuxième opportunité d'émancipation. Les troupes américaines associent les Kurdes irakiens à leurs opérations. Elles permettent aux Peshmerga d'étendre leur contrôle sur la quasi-totalité de la zone de peuplement kurde jusqu'à Kirkouk et Mossoul. Et là où les choses changent vraiment, et pour la première fois, c'est que cette situation militaire va être entérinée institutionnellement par la rédaction de la nouvelle constitution irakienne de 2005. Elle fait de l'Irak un État fédéral, elle reconnaît l'autonomie et les institutions du Kurdistan irakien, qui rassemble 3 gouvernorats dans lesquels la population kurde y est majoritaire, Suleymaniye, Erbil et Dahouk. Les Kurdes d'Irak disposent donc légalement d'un président, un poste occupé par Massoud Barzani depuis 2006, d'un gouvernement, le gouvernement régional du Kurdistan, et d'un parlement. Les Kurdes jouent aussi un rôle important dans la vie politique irakienne, puisque le président de l'Irak actuel est un Kurde, Jalal Talabani. Il y a désormais 2 langues officielles, l'arabe et le kurde, et cette autonomie va plus loin encore puisque les Kurdes possèdent aussi leur propre force de défense, les Peshmerga. Le Kurdistan irakien autonome a des relations directes avec les autres États. On voit les consulats étrangers qui se sont peu à peu installés à Erbil, la capitale du Kurdistan autonome. Et ces consulats traitent directement les affaires consulaires, mais aussi commerciales, économiques, avec les autorités de la province kurde. On le voit, un grand nombre d'États, donc, sont représentés à Erbil. Très bien, sauf que cette grande autonomie du Kurdistan irakien soulève en fait des problèmes internes et externes majeurs, puisque les sous-sols contiennent du pétrole. L'Irak aurait les 6e réserves prouvées au monde. Vous voyez sur cette carte la localisation des gisements de pétrole dans le nord du pays, en particulier dans la zone de Kirkouk. Or, elle forme la 2e réserve de pétrole de l'Irak. Et en l'absence d'une loi fédérale sur le partage des ressources nationales, le gouvernement kurde s'estime en droit de gérer les gisements situés en zone kurde, et ce sans en référer au gouvernement central irakien. À tel point qu'il a accordé des droits d'exploitation à une 50aine de compagnies pétrolières internationales, dont on voit ici les concessions sur la carte. Certaines ont même été accordées par le gouvernement régional dans des zones hors de la limite administrative de la région autonome kurde, mais où la population est majoritairement kurde. Et en 2009, les Kurdes ont commencé à exporter le pétrole extrait dans leur zone en passant par l'oléoduc allant en Turquie vers le terminal pétrolier de Ceyhan sur la mer Méditerranée. Alors en face, le gouvernement central s'estime seul compétent pour explorer, négocier, exploiter et exporter le pétrole. Il estime qu'il y a provocation de la part du gouvernement kurde et le gouvernement de Bagdad menace Erbil de suspendre le versement de la part du budget fédéral qui lui est allouée. Or, depuis le départ des troupes américaines à la fin de l'année 2011, les tensions entre le pouvoir central et les autorités kurdes sont montées d'un cran, notamment dans les zones que vous voyez là
sur la carte. Celles-ci sont revendiquées à la fois par le pouvoir central et par le Kurdistan. Et on y dénombre plusieurs incidents. En juillet 2012, les Peshmerga ont même interdit à l'armée irakienne l'accès au point de passage de Fichrabourg, qui ouvre sur la Syrie, et la ville de Kirkouk, qui est le cœur d'un territoire riche en pétrole, est revendiquée par les deux parties. Et depuis le début de l'année 2013, les troupes irakiennes et les Peshmerga s'y font face, et plusieurs attentats ont visé les deux camps. Donc la question est désormais posée. Va-t-on vers la formation d'un nouvel État au Moyen-Orient par la formation d'un Kurdistan indépendant du seul côté irakien? Alors à ce stade, on peut vraiment en douter. D'abord, ce serait redessiner les frontières, ce dont généralement personne ne veut. Ensuite, ce serait faire éclater l'Irak. Et puis, troisièmement, ce serait modifier en profondeur les rapports de force avec ce grand pays qu'est la Turquie. Sur ce dossier, vous pouvez lire Le brasier oublié du Moyen-Orient de Hamid Borzaslan, publié aux éditions Autrement. Et puis, dans une perspective plus large, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur la situation énergétique de l'Irak, ou encore l'analyse des enjeux internationaux aux éditions de l'Iris et Armand Collin, c'est l'année stratégique 2013.